259 crainte. La première réaction du Gartois fut une réaction de surprise et de confusion lorsqu'il aperçut la lumière argentée scintillante émanant de la fourchette à long manche, se dirigeant d'un air menaçant vers lui. Il avait du mal à imaginer que quelqu'un puisse tenter de l'assassiner, lui, un député bien protégé, dans ces circonstances. L'assassin ne semblait pas particulièrement redoutable. Bien qu'il soit un ancien combattant à la retraite, il avait quitté le service militaire il y a 5 ans pour poursuivre une carrière politique. Ses compétences au combat n'étaient plus perfectionnées. Avec l'adversaire à un pas de distance, il semblait effectivement impossible d'échapper à l'attaque. Sans lui, même un Beyondé de séquence 9 ou même un Beyondé de séquence 8 aurait probablement du mal à esquiver un coup puissant d'un assassin, en particulier celui qui s'était approché furtivement d'eux. Tout dépendait de leur capacité à les aider à éviter les zones vitales ou à réduire les dégâts, évitant ainsi une mort instantanée. Naturellement, certains Beyondés de la séquence 8 ou 9 possédaient la capacité de détecter le danger ou l'hostilité à l'avance, contrecarrant l'approche et l'attaque des assassins. En un instant, Ugartois jeta son regard sur la rousse Cassandra, les 3 Beyondés officiels et ses subordonnés Rhône, Margaret et Bauduva, sentant une peur intense l'envahir. Cependant, ce qui rencontra son regard, ce furent les cheveux roux de Cassandra, son corps et son champ de vision obscurcis par le sang mêlé Imré, ainsi que les regards calmes et indifférents des Beyondés officiels, Imré et Antoine. Valentine avait réagi immédiatement mais s'était retenue, et Rhône, Margaret et Bauduva, bien que désireux d'utiliser leur pouvoir de Beyondé pour le sauver, n'osèrent pas exposer leurs bienfaits obtenus auprès des dieux maléfiques. À ce moment-là, Ugartois est envahi par un profond sentiment de désespoir. « Vous tous, sauvez-moi. Sauve-moi. » Avec un bruit sourd, la fourchette en argent au long manche s'enfonça sans pitié dans le droit du Gartois, propulsé avec toute la force dont Jenna pouvait rassembler. Il a percé l'orbite de l'œil, pénétrant dans le cerveau, avec seulement une petite partie du manche dépassant à l'extérieur. Les pensées du Gartois devinrent floues. Il avait envie de tendre la main et de saisir quelque chose, mais son bras ne voulait même pas se lever. « Je ne suis pas devenu président. Je n'ai pas assisté à l'arrivée de grandes existences. Je n'ai pas reçu le bénéfice de la divinité. Je ne peux pas mourir comme ça, tué par un faible assassin. Je ne souhaite pas périr. » Un barrage de pensées traversa l'esprit du Gartois tandis que des coups de feu résonnaient dans ses oreilles. Son corps s'effondra au sol et l'obscurité enveloppa à nouveau sa vision. Bruit sourd. Ugartois, député du marché du quartier du Gentleman, s'est effondré au sol, le cœur cessant de battre. Jenna, les yeux fermés et un sourire ornant son visage, a été touchée par des balles tirées par des agents du bureau 7 à proximité. Une balle a touché son épaule et une autre lui a transpercé les côtes du côté opposé. La douleur déformait instinctivement son expression. Son corps recula involontairement, comme si elle souhaitait se rouler en boule protectrice. Elle ouvrit les yeux et vit Rhône et les autres dévots des dieux maléfiques la regarder avec haine et une panique surnaturelle, tout en s'abstenant d'attaquer. L'instant suivant, un revolver doré, sa chambre chargée, pressé contre la tête de Jenna. Imré a inspecté la pièce et a déclaré « J'ai déjà maîtrisé l'assassin. Vérifiez si monsieur le député peut être sauvé et maintenir l'ordre. Personne ne devrait partir pour le moment. » Il a clairement fait savoir qu'il avait l'intention de reconduire Jenna à l'église Saint-Robert ou de s'enquérir sur place du motif de l'assassinat et du cerveau, empêchant Cassandra et les autres d'exprimer leur rage. Alors que l'arbre de l'ombre descendait, les différentes rues revinrent à leur état d'origine, mais elles restèrent englouties dans la nature sauvage. Lumian s'aperçut que Susanna Matisse ne pouvait plus attiser ses désirs à distance comme elle le faisait auparavant. Alors, il se retourna, avec l'intention d'affronter Charlotte en premier. Les flammes pourpres enveloppant son corps brûlaient avec intensité, brûlant ses vêtements et brûlant sa peau et sa chair à des degrés divers, lui infligeant une douleur constante. Ce tourment stimulait son esprit, lui permettant de maintenir un certain niveau de clarté. Il pouvait également compter sur l'endurance conférée par l'aubaine du moine aumône pour soutenir ses pensées et ses actions, au lieu de se concentrer simplement sur l'endurance de l'agonie. Même pour les pyromanes, une telle incinération constituait une menace. De plus, au fil du temps, les dégâts s'aggravaient, mettant finalement leur vie en danger. Bien sûr, bien avant ce point, la spiritualité de Lumian s'effondrerait probablement. Il ne pouvait que laisser les flammes s'éteindre d'elles-mêmes. Sans l'aubaine du moine aumône et la lutte interne au sein de l'arbre de l'ombre, sa spiritualité aurait été mise à rude épreuve par l'auto-immolation. En voyant Lumian se retourner et observer Red Boots, Franca se précipitait vers elle avec un revolver classique en laiton. Glissant sur une couche de givre formée sous ses pieds, Charlotte a abandonné ses plans d'attaque surprise. Au lieu de cela, elle se prépara à retourner à l'arbre de l'ombre, où elle pourrait exploiter l'environnement et améliorer ses capacités à affronter l'ennemi. Son corps devint instantanément souple, comme s'il sécrétait une substance visqueuse. Elle a agi, comme une créature ressemblant à un serpent, utilisant les vignes et les branches entrelacées pour se retirer rapidement vers l'arbre vert brunâtre. À ce moment-là, le corps de Charlotte s'est figé. C'était comme affronter un dragon de front, affronter un prédateur au sommet de la hiérarchie biologique. Elle ne pouvait s'empêcher de trembler de peur et de panique écrasante. Elle a fait le tour de son voisinage immédiat et a couru au hasard, comme si elle fuyait un adversaire invisible. Non loin d'elle, Anthony Reed, l'informateur,
surgit de derrière un lampadaire au gaz noir de fer, suspendu par les vignes et les branchages de l'auberge du Coq Doré. À un moment donné, ses yeux marron foncé s'étaient transformés en une teinte dorée pâle, adoptant une orientation verticale. Il était psychiatre séquence, celle du parcours spectateur. Il venait d'embaucher Ao. Dans les temps anciens, on l'appelait Dragonmite. Les vignes et branches vert brunâtres entourant Anthony Reed, manipulées par Susanna plutôt que par l'arbre de l'ombre, se recroquevillèrent et se retirèrent de lui. Observant la chute de Charlotte dans la folie et la confusion, la rendant incapable d'échapper aux attaques de Lumian, Susanna, qui absorbait désespérément sa vitalité, plissa les yeux et jura, incapable de cacher sa haine profonde. Vous périrez tous. Aujourd'hui, vous rencontrerez tous votre disparition. Swoosh, swoosh, swoosh. Sur l'arbre de l'ombre, de nouveaux troncs d'arbres distincts du corps principal jaillirent comme des javelots, visant à empaler Lumian au milieu du désert. En plus d'utiliser les capacités de l'esprit de l'arbre déchu, Susanna Matisse n'avait pas encore retrouvé suffisamment de force pour affecter des cibles à des dizaines, voire à près d'une centaine de mètres. Lumian avait prévu cela. Avec un tonneau, il s'est positionné dans la zone où Charlotte s'était enfuie sans but. Bruit sourd, bruit sourd, bruit sourd. Les javelots des troncs d'arbres empalèrent le sol à proximité, martelant la nature sauvage comme des marteaux. Lumian se leva, englouti dans des flammes cramoisies. Il tendit légèrement les bras et laissa échapper un rire bruyant. « Allez, tue-moi !» Si Susanna devait à nouveau couvrir la zone d'assaut incessant, il pourrait toujours trouver un moyen de leur échapper. Cependant, Charlotte, perdue dans son état de confusion, connaîtrait sans aucun doute sa disparition. Alors qu'il beuglait, des corbeaux de feu cramoisis à moitié illusoires se matérialisèrent derrière Lumian. Ils ont tourné en rond et tracé de multiples trajectoires, fixant leur regard sur Charlotte Calvino. Les branches et les vignes au sol ont bondi sauvagement, prenant rapidement Charlotte au piège, la protégeant du danger. Une série de sons tonitruants retentit alors que les failleurs ravants cramoisis descendaient sur Charlotte, brisant des branches d'arbres et enflammant des vignes, enlevant systématiquement couche après couche de la coque extérieure de l'acteur. Bang! Franca, qui avait réduit la distance, est intervenu et a tendu la main droite, appuyant fermement sur la gâchette. Une balle noire de fer jaillit du revolver classique en laiton et frappa la tête de Charlotte avec précision, perçant l'espace créé par les failleurs ravants. Le visage enchanteur, pur et délicat s'est instantanément brisé, avec des fluides rouges et blancs éclaboussant de ses yeux, de son nez et de sa bouche. Ne laissant que sa tête coupée, le corps sans vie fit quelques pas, confus, avant de finalement s'effondrer au sol. « Allez au diable !» Susanna rugit. Avec ce cri, des branches brunes, des vignes vertes, des membres épais et des fleurs de couleur pâle surgirent sous une multitude de formes, convergeant vers Lumian, Franca et Anthony. Malgré la scène cauchemardesque qui se déroulait devant eux, Lumian ne sentait aucun péril immédiat. Jusqu'à ce que Susanna Matisse retrouve un certain niveau de force, une attaque qui consommait une quantité importante de spiritualité ne représentait aucune véritable menace. Lumian chargea une fois de plus, portant les flammes pourpres qui dévorèrent sa chair, s'aventurant plus profondément dans le décor semblable à une forêt primordiale. Les vignes se sont enflammées, les fleurs se sont transformées en cendres, les branches carbonisées, mais aucune n'a empêché l'avancée de l'ennemi vers l'arbre de l'ombre. Soudain, les objets reculèrent, ramenant les captifs humains suspendus dans l'étreinte de l'arbre de l'ombre. Susanna y avait réfléchi. Il n'était pas nécessaire de gaspiller de l'énergie simplement pour évacuer sa rage. Il était plus sage d'attendre l'approche des trois proies, les attirant dans la zone où le désir pourrait s'installer, avant d'employer ses capacités les plus redoutables pour s'en occuper. Elle ne pouvait pas accepter sa faiblesse actuelle. C'était l'une des raisons pour lesquelles elle s'était abstenue d'invoquer l'incantation pour demander de l'aide au départ. Avant de traîner l'offrande dans l'arbre de l'ombre, le Fils de Dieu n'a pas osé se révéler à Trèves. À l'avenir, Susanna possédait une certaine confiance et devait pousser l'offrande dans une certaine mesure, garantissant ainsi la protection du rituel. Ce n'est qu'alors qu'elle pourra utiliser sa fusion avec l'arbre de l'ombre pour affronter le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu était étonnamment dérangé. Il ne réprimerait jamais la corruption qu'il pourrait infliger à ses subordonnés. Quant à Lady Moon, elle s'était simplement engagée à intercepter temporairement les saboteurs potentiels. Susanna n'osait pas permettre aux dévots d'autres divinités d'entrer dans l'arbre de l'ombre. Bruit, bruit sourd, bruit sourd. Lumian courut à travers les étendues sauvages brusquement désertées et les rues délabrées, sprintant vers l'arbre vert brunâtre. Franca et Anthony ont chacun choisi leurs angles d'attaque respectifs et ont emboîté le pas dans des directions différentes. Les heureux vendeurs, piétons et locataires qui n'avaient pas encore été pris au piège par les branches et les vignes ont saisi l'occasion de fuir la nature sauvage et de se diriger vers la périphérie.